Et merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, on va effectivement vous parler de théâtre jeunesse, qui est un genre de la littérature jeunesse peut-être un peu méconnu, même si on va vous raconter pourquoi les choses avancent. Et voilà, on va vous parler de ce théâtre à lire, parce que pour nous, le théâtre jeunesse n'est pas que un théâtre à jouer, il l'est évidemment, mais ce sont des livres à partager, à lire, à oraliser aussi bien sûr. Mais il y a depuis une vingtaine d'années un grand élan éditorial autour de ce théâtre, contemporain pour la jeunesse et pour, celles et ceux qui, éventuellement se seraient connectés les autres années, nous allons essayer d'être un petit peu, différents, même si on va peut-être réévoquer certaines choses, mais en tout cas, on va vous présenter des nouveaux titres, éditeur par éditeur parce que, voilà, Mao et moi sommes des éditions théâtrales, Diffusion Théadif, mais nous allons parler de beaucoup d'autres éditeurs. Et pour commencer, on va parler de l'Arche, qui est une maison qui est présente sur notre stand. Alors voilà, mon défilement ne marche pas du tout comme j'avais prévu, c'est les aléas du direct. Donc l'Arche éditeur qui fait partie du stand collectif que nous avons cette année encore en C17 au premier étage du salon. L'éditrice Claire Stavo n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc on se charge de présenter son catalogue. Donc l'Arche, c'est une maison d'édition qui a été créée en 1947, qui publie au départ beaucoup de sciences sociales, mais qui se tourne assez tôt vers le théâtre et traduit beaucoup d'œuvres dramatiques. Il y a plusieurs collections, dont notamment la fameuse collection Scène ouverte, qui est la collection la plus connue, avec des auteurs assez incontournables comme Brecht, mais aussi Jon Fosse, Peter Handke, Sarah Kane. Depuis 2017, c'est Claire Stavo qui dirige cette maison et qui a notamment lancé une collection des écrits pour la parole, qui est une collection euh, sur l'oralité beaucoup, le spoken word, les textes hybrides aussi dans leur forme, avec notamment Kate Tempest, mais également Alice Zénitaire ou d'autres autrices. Aujourd'hui, il y a plus de 850 titres au catalogue de cette maison. Il y a un podcast dans lequel vous pourrez découvrir des extraits. Le podcast s'appelle C'est-à-dire, vous pourrez le trouver sur leur site. Et concernant ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les collections destinées à l'enfance et à l'adolescence, à la jeunesse en général, il y a donc une quarantaine de titres au catalogue, dans le catalogue de l'Arche, avec des auteurs et autrices comme Daniel Danis, Fabrice Melchior, Édouard Signolet, Christophe Pelé ou encore Johan Fosse, dont je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez sans doute vu qu'il a été le prix Nobel de littérature cette année. Donc tous leurs livres jeunesse et à mon avis d'autres titres de leur fonds seront présents sur notre stand. Euh, voilà, vous dire également que, pardon pour ce défilement artisanal, donc l'Arche propose une sorte de petit catalogue fascicule dont vous avez le visuel à l'écran, qui sera disponible également sur le stand et que vous pouvez trouver en version web sur leur site. Donc voilà, la collection de jeunesse de l'Arche, ce sont comme beaucoup de collections théâtrales, des collections qui montrent le monde différemment via des thématiques fortes, avec des personnages souvent très forts et toujours dans l'idée d'échapper aux stéréotypes, de montrer des visions du monde un peu différentes, tout ça à destination des enfants. Donc, je vais balayer assez rapidement ce petit dépliant thématique que vous pouvez, comme je le disais, retrouver ou sur le stand ou que vous pourrez retrouver par mail, enfin, que vous pouvez demander par mail à l'équipe de l'Arche. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et donc, leur catalogue est découpé en plusieurs thèmes. Donc, on a un premier thème qu'on va retrouver dans d'autres catalogues de théâtre pour la jeunesse, qui est le thème contes et sortilèges. Donc là, on a par exemple des variations de Fabrice Melchior autour du personnage d'Alice au Pays des Merveilles. Je m'appelle pas d'Édouard Signolet qui est sur la figure du petit chaperon rouge. Ensuite, on a la princesse au petit pois, donc comme son nom l'indique, c'est une variation autour de la princesse au petit pois et Pinocchio. Ensuite, on a un thème sur la famille, avec pareil que précédemment des textes qui interrogent les dimensions familiales et les relations intrafamiliales,
l'enfance, l'adolescence, les relations avec les parents, etc. Donc là, on a aussi Melchior, mais Rob Evans, Jon Fosse, Marie-Hélène Laroche-Truchon. Enfin, ensuite, une autre thématique, genre et identité plurielle, plutôt pour les 10-14. Donc là, des thématiques sur le genre, comme la rubrique l'indique. Qui a peur du loup, de Christophe Pelé, sur un petit garçon qui se transforme en loup, par exemple. Euh, ou bien encore Pierre est un panda, de Christophe Pelé, toujours. Un petit garçon qui a 2 mamans et un papa. On a le thème mythes et légendes, 8-12 ans, qui rejoint aussi le thème des contes de tout à l'heure. Alors là, c'est plus des adaptations de romans, Moby Dick, Frankenstein ou autour. Hein. C'est pas des adaptations des romans tels quels, mais c'est des variations autour de ces univers-là. Frankenstein, Pierre vous en parlera. Ah, je crois qu'on a une petite coupure avec Mao. Alors, c'est pas grave, je vais essayer d'enchaîner sans le PowerPoint. On va faire de l'improvisation. Oui, donc Mao est en train de parler de l'Arche et de son catalogue. Alors moi, je devais vous parler de 3 titres qu'on va retrouver sans aucun doute quand on aura récupéré Mao en visuel. Je devais vous parler de Frankenstein de Fabrice Melchior, qui est donc ce que Mao appelle une variation, et je suis tout à fait d'accord, c'est une variation autour du mythe de Frankenstein, évidemment. Donc on est dans un manoir au 18e, au 19e, pardon, 1820, et 4 poètes s'ennuient un peu dans ce manoir un soir et décident d'écrire la plus effrayante des histoires. Et finalement, c'est la jeune Marie Shelley qui fait un cauchemar la nuit d'après, après avoir entendu ses comparses raconter des choses terrifiantes, et qui va rêver d'une créature qui est assemblée à partir de morceaux de corps morts. Et c'est là qu'elle va inventer ce mythe de la littérature mondiale qui est Frankenstein. Voilà, donc on est sur cette variation-là, et comme j'essaye de vous le montrer, eh bien ce Frankenstein, qui a été créé, hein, évidemment, au théâtre, mais peut aussi se partager, peut aussi se lire complètement. Le deuxième titre dont je devais vous parler, eh bien, je vais essayer de retrouver mon petit PowerPoint quelque part, mais pendant ce temps, c'est c'est un livre-jeu qu'a fait comment dire, les éditions de l'Arche, et qui, encore avec Fabrice Melchior, c'est assez astucieux, parce que vous avez dans une sorte de jeu de cartes, c'est un livre-jeu où on va tirer au sort des situations, des personnages, et aux enfants ou aux grands d'inventer des histoires, donc qui sont des histoires qui sont possiblement du théâtre, donc le jeu d'histoire libre. On a récupéré Mao. Et donc ce jeu d'histoire libre va vraiment, c'est un livre, mais qui va vraiment comme une boîte de jeu, et le jeu sera jamais différent, sera jamais pareil, pardon, sera tout le temps différent. Et il y a des auteurs et des autrices de théâtre qui comment dire, qui se sont prêtés au jeu, et donc il y a trois mini-pièces à la fin du livre pour donner des idées aux joueurs et aux joueuses. Voilà, et c'est un titre qui existe déjà depuis 2018 et qui fonctionne très très bien. C'est assez rigolo à jouer avec. Et le troisième titre, parce que Mao, j'ai parlé déjà de Frankenstein en ton absence, le troisième titre, c'est Dans tes rêves, de Christophe Pelé. Donc ça, c'est une nouveauté de l'année aux éditions de l'Arche, illustré par Myrion Mal, hein, qui est une illustratrice assez renommée. Et on est dans un très beau texte. Alors, Christophe Pelé, c'est un des piliers du catalogue de l'Arche, un auteur très prolifique et tout à fait toujours très passionnant. On est dans de l'intime, hein, avec Christophe.
Et là, on est sur une histoire d'adolescent avec des amis, un ami qui n'arrive pas à joindre son ami, son copain. Et finalement, on va comprendre par petites touches impressionnistes que le fameux Clément, qui a 16 ans et qui ne répond pas, eh bien, a disparu. Il est décédé, probablement. Et finalement, c'est toute une réflexion assez touchante, assez émouvante autour de l'absence et comment, eh bien, finalement, on doit accepter de laisser partir des proches et on doit essayer de les faire vivre dans sa mémoire et dans son cœur. Voilà. Voilà. Donc, on est sur ce nouveau texte de Christophe Pelé. Ensuite, Mao, avançons, s'il te plaît. T'entends pas. Micro. Oui. Mao, on ne vous entend pas, il faudrait réactiver votre micro, s'il vous plaît. Moi, je peux enchaîner, au pire, si le micro marche pas. Non, non, c'est bon, pardon. Bonjour de nouveau. Voilà, donc désolée pour cette interruption de programme qui n'était pas volontaire, évidemment. Et donc, je disais que je précisais que Christophe Pelé serait en rencontre le 29 à 9h30 sur la scène d'en haut et qu'on en reparlera plus tard puisque c'est une autrice que nous publions qui est concernée également par cette rencontre. Et nous allons maintenant passer aux présentations des éditeurs diffusé par Théadif, donc le reste des éditeurs du stand. Et donc, Pierre, c'est à toi. C'est à moi. Oui, alors, Théadif, c'est une. Alors, ça concernera davantage les médiathécaires, les bibliothécaires. C'est une structure que nous avons créée en se disant, voilà, l'union fait la force, comme on pourrait dire chez nos camarades belges. Et c'est en se regroupant qu'on est plus fort et qu'on va pouvoir défendre davantage le livre de théâtre et, en l'occurrence, le livre de théâtre jeunesse. Donc, c'est une structure de diffusion qui s'occupe tant de la librairie, évidemment, que de la bibliothèque, sachant que les bibliothèques, évidemment, passent par des marchés publics et par des librairies pour s'approvisionner. Donc, mais en revanche, on travaille quand même les bibliothèques en leur proposant un certain nombre d'outils qu'on va retrouver sur le site de Théâtral à l'onglet Théadif. Et donc, vous avez un double onglet. Vous avez un onglet pour les libraires et un onglet pour les bibliothécaires. Et dans cet onglet bibliothécaire, parce que j'imagine que nous sommes en train de nous adresser davantage à des bibliothécaires, mais qui sait, les libraires sont peut-être aussi là, eh bien, vous allez trouver un certain nombre d'outils, de référents bibliographiques. On a aussi fait un catalogue qui s'appelle Essentiel, qui va regrouper une sorte de sélection des titres, parce qu'on diffuse au total 2500 titres, on diffuse à peu près 200 titres jeunesse, et donc on a fait une sélection là-dedans pour les éditeurs qui ont des collections de théâtre jeunesse parmi nos diffusés, que sont Espace 34, Les Solitaires Intempestifs, Est-ce que, La Fontaine, La Maison de Théâtre et L'Œil du Prince, et les éditions théâtrales Maison Mère de Théadif. Voilà. Donc voilà, on a 300 titres diffusés. J'avais le petit pense-bête derrière. On travaille avec un certain nombre de librairies. On va d'ailleurs, si vous êtes libraire, n'hésitez pas à nous contacter, car à partir de là, de très bientôt, nous allons proposer aux libraires des kits de démarrage, dans la collection, dans les collections de théâtre jeunesse, pour aider les libraires, parce qu'on est bien conscient que le théâtre jeunesse en librairie, c'est pas évident. Voilà, alors que nous, c'est une grosse part de notre chiffre d'affaires. Si on veut parler chiffres, voilà, c'est important. Grâce aussi, évidemment, à la prescription scolaire, bien évidemment, de nombreux titres sont prescrits. Grâce aussi au prix, il y a beaucoup de prix autour du théâtre jeunesse qui sont très prescripteurs, et grâce aussi à nombreux relais sur le terrain, un peu partout en France, qui organisent des prix, qui organisent des valises théâtre, qui organisent des lectures en appartement, par exemple. Je pense à l'association Scène à partager, qui transmet comme ça en famille le théâtre jeunesse.
Et donc, on travaille évidemment sur à la fois la France, mais également le Luxembourg et la Belgique. Voilà, et là, vous avez un tableau rapide pour vous dire un petit peu quand les collections ont été créées, combien de titres elles comptent aujourd'hui, hein, je parle que de collections théâtre, et un peu les auteurs et les autrices les plus emblématiques. Peut-être parler juste sur ce tableau-là des éditions La Fontaine qui sont à Lille, parce que cette année, ils ne sont pas avec nous sur le stand, mais voilà, dire que c'est un éditeur de théâtre important, un éditeur de théâtre jeunesse important, avec notamment les premiers titres de Philippe Dorin, qui est aujourd'hui publié par l'École des loisirs, ce qui me permet de faire un salut à la belle collection de l'École des loisirs et de faire un salut à sa fondatrice, Brigitte Smajda, qui nous a quittés cette année et à qui on pense beaucoup et qui a beaucoup œuvré pour le développement du théâtre jeunesse. Voilà, et puis Jean-Gabriel Norman, qui est l'auteur d'un titre qui s'appelle Le long voyage du pingouin vers la jungle, qui est le titre le plus vendu, le plus diffusé en matière de théâtre jeunesse. On a dépassé les 150 000 exemplaires, ce qui est un beau chiffre, surtout en matière théâtrale. Le théâtre pour la jeunesse, c'est aussi en quelques dates donc plusieurs choses importantes. En 2005, on a eu la création du Grand Prix de littérature dramatique jeunesse, qui est un prix qui récompense chaque année un texte de théâtre pour la jeunesse, qui est décerné par Arsena. Cette année, c'est Christophe Honoré qui l'a reçu pour son titre Dire Prudence. En 2019, Télérama a consacré un article au théâtre jeunesse intitulé Le théâtre, ça se lit comme un roman, qui était paru à l'occasion du salon d'ailleurs. En 2022, on a eu un titre des éditions Espace 34, Spaghetti rouge à lèvres de Fabien Arca, qui était sélectionné dans les pépites fiction junior du salon de Montreuil. Pépite qui intègre le théâtre depuis maintenant, je crois, 3 ans. Enfin, depuis 2019, en fait, si on ne compte pas l'année 2020. En 2023, on a eu un dossier de mise à l'honneur du théâtre pour la jeunesse dans la revue Citrouille, qui est la revue des librairies qui ont le label Sorcière. Donc voilà, tout ça, ces dernières années, permet de mettre aussi un peu plus en avant le théâtre pour la jeunesse dans la presse grand public, on va dire, et ou de le mettre en avant dans des prix qui sont des prix nationaux. Toujours dans les chiffres, on a quelques titres assez phares de nos catalogues respectifs. Pierre vient de mentionner Le long voyage du pingouin vers la jungle de Jean-Gabriel Norman. Et Pierre, Alors moi, j'ai noté gonfler les chiffres, a priori. Mais... voilà, 120 000 exemplaires vendus depuis 2001. Bon, on n'est pas à 30 000 exemplaires près quand même sur un titre comme ça. Mais encore L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, 70 000 exemplaires depuis 2003, et Le Journal de grosses patates de Dominique Richard, 50 000 exemplaires depuis 2002. Suzanne Lebeau et Dominique Richard sont des autrices et auteurs du catalogue des éditions théâtrales. Et tout ça est dû aussi au fait que l'Éducation nationale prescrit un certain nombre de titres dans ces listes, donc de titres de théâtre pour la jeunesse, ce qui permet évidemment une visibilité accrue. Voilà pour quelques chiffres. Maintenant, c'est le moment des présentations de titres de nos catalogues, donc les catalogues des éditeurs qui seront présents sur le stand C17, et donc qui sont tous liés à la thématique du salon, qui est cette année le corps, la tectonique des corps. Alors après, avec le théâtre, c'est vrai que cette thématique est super, puisque le théâtre, c'est quand même aussi beaucoup le corps, mais on a réussi à faire une sélection d'un titre par catalogue seulement. Et donc là, je te laisse la parole, Pierre, pour petite linotte. Oui, merci. Alors, petite linotte, donc là, on est du côté des éditions Espace 34. J'en parle en 10 secondes. C'est une maison qui est basée pas loin de Montpellier, qui a une trentaine d'années et qui publie du théâtre du théâtre jeunesse, pardon, depuis une dizaine d'années, avec des auteurs et des autrices tels que Claudine Galéa, Fabien Arca, dont tu as déjà parlé, Mao, avec la sélection en pépites, et bien d'autres, Karine Serre, pour ne citer que et elle. Et on a choisi effectivement Petite Linotte. Alors, Petite Linotte, c'est le fruit d'un jeune auteur, Charles Mauduit, qui avait déjà publié un texte adulte. Et là, c'est son premier texte en jeunesse. C'est un texte très délicat. C'est une histoire d'une petite fille, une petite Assa, qui va effectivement à la campagne voir sa grand-mère
parce que sa maman est, on ne sait pas trop ce qu'elle a, déprimée ou je ne sais quoi, mais en tout cas, elle est fatiguée. Elle parle de sa fatigue tout le temps. Et elle va se rendre compte, elle va se rapprocher de sa grand-mère pendant cette période. Elle va rencontrer des amis, des gens de son âge, des camarades. Et elle va se rendre compte que sa grand-mère eh bien, lui donne le même surnom qu'elle donnait à sa maman. Donc, c'est-à-dire que la grand-mère donnait le nom à sa fille, elle fait la même chose à sa petite fille. Et elle va se rendre compte ce que ça cache, en fait, ce surnom-là, ou ce que ça renferme. Petite linotte, c'est un oiseau, hein, une linotte, et puis c'est une expression, c'est avoir peut-être pas trop de tête, pas trop de... Voilà, être un peu tête en l'air. Et cette petite linotte, évidemment, c'est un surnom complètement affectueux. Elle va se rendre compte, voilà, est-ce que c'est un texte autour de la transmission? Est-ce qu'on se transmet, on se transmet des gènes évidemment, mais est-ce qu'on se transmet des secrets? Est-ce qu'on se transmet des traumatismes? Alors évidemment, vous toutes et tous, vous savez, vous pouvez répondre à cette question. Bien sûr qu'il y a cette transmission-là, et c'est la transmission de 3 femmes, de 3 générations, avec sans doute des violences, des traumatismes. Mais cette petite linotte, cette petite Assa, eh bien, va essayer de se bagarrer pour ne pas vivre la grande fatigue de sa maman. Et voilà, c'est une histoire d'oiseau qui va devenir un petit peu aussi un petit peu presque fantastique. Voilà. Et juste vous rappeler, oui, pardon, Mao. Non, pardon, je vais passer la slide. Non, juste vous rappeler que ça vous a été dit en introduction par la présentatrice. Eh bien, vous pouvez nous poser des questions dans l'onglet Q&R. On laissera un temps de questions à la fin, mais vous pouvez aussi, on peut répondre au fur et à mesure, hein, il n'y a pas de problème. On passe donc aux éditions Est-ce avec une collection jeunesse toute jeune, pour le coup. Super, un héros presque parfait. Oui, alors ça justement, alors comme Théâtral est à Montreuil, autre régional de l'étape, les éditions Est-ce qui sont basées à Bagnolet, qui est une jeune maison dont le propos est de publier des textes qui sont créés, c'est-à-dire de publier au moment des créations. Et donc, il y a un catalogue très éclectique qui va couvrir beaucoup de scènes, beaucoup de spectacles qu'on voit en ce moment, notamment, je pense par exemple à Gérard Watkins. Ça, c'est pour la partie dite adulte. Et puis, effectivement, Mathilde Priolet, l'éditrice, a créé une collection. Alors, elle est venue à la jeunesse d'abord par le travail avec une compagnie ou un festival. C'est un festival qui se passe dans le Poitou et qui s'appelle le TPM, le Théâtre Populaire. Non, je dis une bêtise, Mao. Oui, parce que je confonds avec le Théâtre de Montreuil, qui maintenant s'appelle aussi TPM. Bref, c'est un festival qui accueille, c'est un théâtre, oui, c'est un festival de théâtre populaire. Voilà pourquoi il y a le P, en tout cas. Et c'est en termes de jeunesse, va accueillir beaucoup de spectacles autour de ce que tu disais, Mao, comme des variations, ou voire c'est plus les adaptations, des revisitations, et elle a publié déjà Wendy et Peter Pan, par exemple, pour ne citer que ce titre-là. Et là, on a affaire à Guillermo Pisani, et le spectacle est actuellement visible. Il est à Paris et il sera en tournée. Et donc, on a pour le coup, en théâtre jeunesse, les personnages enfants sont légion. Et là, au contraire, c'est un papa qui est papa, mais son travail, c'est d'être super-héros. Et ça va être toute une histoire assez tendre, avec beaucoup d'humour, sur qu'est-ce que c'est qu'être un héros, une héroïne. Et finalement, voilà, est-ce que les super-héros, c'est quelque chose, c'est un métier d'avenir? Et finalement, donc il y a un combat avec une sorte de pseudo-méchante, pseudo-ennemi, et en même temps, eh bien, Super va être complètement bousculé par sa fille qui l'interroge et qui parle de l'avenir, hein, comme les ados, les enfants peuvent le faire et asticoter leurs parents. Et finalement, voilà, elle n'est pas tellement baba de ce père super-héros. Et donc, ça le rend humble et voilà, c'est une remise en question de son caractère héroïque. Et finalement, est-ce que l'héroïsme, il n'est pas davantage quotidien
un certain nombre de gestes d'amour, notamment, d'amitié, de solidarité. Voilà. On passe maintenant à L'Œil du Prince, qui a créé une collection jeunesse très récemment. Et donc, le titre, moi, c'est Talia de Faustine Noguès. Oui, L'Œil du Prince, c'est une maison qui est déjà un peu ancienne, qui appartient à la librairie théâtrale, donc, qui est donc un libraire spécialisé, une grande librairie spécialisée en théâtre et en art du spectacle, basée à Paris, rue de Marivaux, et qui est une vieille maison du 19e siècle, la librairie. Et là, L'Œil du Prince a créé, effectivement, comme tu viens de le dire, une collection il y a très très peu de temps, donc il n'y a que 3 titres, et on en a choisi un qui est Moi, c'est Talia de Faustine Noguès. Donc, Moi, c'est Talia. C'est un texte très intéressant au point de vue théâtral et au point de vue de la lecture, évidemment, parce que c'est une petite fille, enfin, une petite fille, c'est une collégienne qui un jour va pratiquer de la méditation de pleine conscience. Voilà, c'est dans le cadre du collège, une intervenante va faire de la méditation de pleine conscience. Et là, cette petite Talia, à côté des autres, évidemment, va être invitée à faire le vide intérieur pour atteindre un état de méditation comme on peut le connaître voilà, quand on pratique ce genre de choses. Et, et Talia, finalement, en voulant faire le vide, elle va entendre une Talia bis, c'est-à-dire, peut-être on a tous ça dans la tête, on a une voix qui nous parle, certains ont peut-être des voix, là elle a une voix qui lui parle, c'est une petite Talia ou un avatar de Talia qui est son moi intérieur, et elle va dialoguer avec cette voix intérieure, et qui devient un personnage. Évidemment, sur le plateau, on a 2 personnages, on a les 2 Talia, Talia et Talia bis, mais c'est assez intéressant, ça pourrait aussi se jouer en monologue, pourquoi pas, avec des apartés, un soliloque, voilà. Et donc, en termes d'adresse théâtrale et en termes de lecture, c'est assez jouissif. Et en termes de lecture, ça peut se lire vraiment à 2, dans un ping-pong très tendre. Et de quoi vont se parler ces 2 Talia? Évidemment, Talia bis va oser dire à Talia de sortir de son petit cocon et de son cocon d'adolescente, et de peut-être oser faire un certain nombre de choses. Elle va la pousser en fait à oser un certain nombre de choses dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de collégienne, dans sa vie d'enfant. Voilà. On continue avec Les Solitaires Intempestifs et un nouveau texte de Marie Lasserre qui est sorti il y a quelques semaines autour une réécriture de Peau d'âne. Oui, et alors Marie Lasserre, autrice très 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 intéressante, qui avait déjà publié au Solitaire Intempestif un très beau Blanche-Neige, qui avait été créé au Festival d'Avignon, mais le festival IN, avec un magnifique travail de mise en scène, avec vraiment un côté inquiétant du conte. Et là encore, Marie Lasserre va aux sources du conte de Perrault. Évidemment, pas loin de là, il y a le film bien connu avec Catherine Deneuve. Mais là, Peau d'âne, c'est finalement elle devient une sorte de parangon de la sororité. Et finalement, les différents personnages féminins de Peau d'âne, Peau d'âne elle-même, sa tante, sa mère, vont finalement un peu s'unir face à l'adversité, face à l'adversité peut-être masculine, l'adversité du père. Il y a un échange entre le père et son éditeur qui sont dans un... Voilà, ils sont clairement pas en 2023, hein. C'est des anciennes pensées, ou des pensées qui existent malheureusement encore aujourd'hui, qu'il faudrait un peu nettoyer, voilà, faire le ménage là-dedans. Et on est effectivement, dans le résumé, il est indiqué que telle Antigone, elle va prendre les armes, mais là, ce sont effectivement, pas pour partir à la guerre, mais pour donner la parole aux filles, aux femmes, et pour une réappropriation du corps de la femme, de la jeune fille, déjà une réappropriation en elle-même, mais également par rapport à l'espace public, à la femme, à la fille dans l'espace public. Voilà, très très joli texte, avec des références qu'on a, et en même temps une revisitation contemporaine très réussie. Les Cahiers Théâtre, une collection créée par la Maison Théâtre de Strasbourg qui propose des textes de théâtre assez courts pour la jeunesse,
au format de réel cahier. Donc là, c'est Sans la langue de Caroline Stella qui est paru l'année dernière. Oui, alors c'est une collection que certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà aperçue l'année dernière sur le salon, comme tu viens de dire, Mao. Effectivement, l'idée est vraiment de proposer des cahiers, c'est-à-dire avec, c'est piqué à cheval, donc c'est pas relié, donc avec des agrafes. Ça peut s'ouvrir donc très facilement. C'est un format qu'on peut emmener sur le plateau, hein, pour que les enfants et les ados qui vont jouer ces textes puissent le faire aisément sur le plateau, prendre des notes, voilà. Et donc là, il y a eu deux séries déjà deux séries de cahiers. Une première série qui était consacrée aux mythologies, et là, ce titre-là est dans les mythologies. Et il y a la nouvelle série de cette année, c'est autour des petites comédies. Je parle très brièvement, parce que le temps avance, de Caroline Stella, Sans la langue. Alors là, c'est un mythe un petit peu moins connu que d'autres, peut-être, c'est le mythe de Philomèle, qu'on va croiser dans les Métamorphoses d'Ovide. Et donc, Caroline Stella va transporter ce mythe dans notre contemporanéité. Et c'est des histoires d'ados avec une jeune fille qu'on ne va pas croire, alors qu'elle dit avoir été agressée sexuellement par un garçon. C'est un texte qui s'adresse un peu aux grands, hein, au-delà de 15 ans, plutôt aux lycéens peut-être. Et dans le mythe de Philomèle, Philomèle se fait violer par le mari de sa sœur et il va lui couper la langue, d'où Sans la langue, pour qu'elle se taise et qu'elle ne révèle pas ce viol. Et Caroline Stella transporte ce mythe-là aujourd'hui avec des questionnements très très contemporains de voilà, comment est-ce qu'on croit les victimes, est-ce qu'on les écoute, est-ce qu'au contraire est-ce qu'on les fait se taire, est-ce qu'on les invisible, oulala, je ne tente pas ce mot compliqué, on les rend invisibles, ce sera plus simple. Et voilà, et on est dans cette problématique-là, sachant que Philomèle s'est fait aider par sa sœur Procné, et dans les Métamorphoses d'Ovide, les deux sœurs vont être transformées par les dieux en oiseaux, en rossignols et en hirondelles. Et voilà, et on est dans ce mythe des deux sœurs. Voilà. Je ne sais pas comment finir ma phrase. Très bien. Et enfin, dans notre collection théâtrale jeunesse, nous avons choisi de vous parler de Mon grand-père ce robot, un texte de Sabine Revillet, qui sera donc en rencontre avec Christophe Pelé, dont on a parlé plus haut, et Nastasia Rugani le 29 novembre à 9h30. Scène d'en haut, rencontre animée par Charlotte Parouti, qui sera autour le thème c'est renaître, que faire des corps disparus, des corps absents. Et Pierre, je te laisse présenter le texte. Ah, c'est moi. Oui, c'est toi, Alors, mais je peux. ah non, mais j'y vais, très bien. Oui, Sabine Revillet, alors très très joli texte autour du deuil, autour de l'absence, tu viens de le dire. C'est une famille avec le père et la mère, avec une petite fille et un petit garçon, enfin voilà. Et ils vivent avec le grand-père, Danji, et tout se passe bien. La petite fille, le petit garçon sont très très complices avec leur grand-père. Et puis finalement, eh bien, le grand-père va décéder au début de la pièce. Et finalement, tout le monde est complètement atteint, bouleversé par cette disparition, notamment Garance, la maman d'Angie, qui est la fille du grand-père, qui elle, voilà, vit ce deuil de façon très douloureuse, essaye de le cacher un petit peu à ses enfants, et en même temps, elle surfe un peu sur Internet, et un jour, elle tombe sur une pub qui explique qu'il y a une société, donc on est un peu dans une dystopie, une société qui va créer des robots, des humanoïdes, qu'on va pouvoir on va pouvoir leur donner l'image des disparus et même l'intellect du disparu. On va pouvoir mettre la voix, l'intonation, les thèmes habituels du disparu. Et donc, Jacques va renaître sous forme d'un robot et finalement, eh bien, pour aller vite et pas dévoiler forcément la fin, mais en tout cas, ils vont vivre avec ce robot. Au début, tout le monde est content. On revit avec ce grand-père tant aimé. Et finalement, on se demande si il faut peut-être mieux pas, il faut sans doute mieux, comme dans le texte de Christophe Pelé,
laisser partir les défunts, parce que, voilà, le remplacer par un bout de métal, fût-il ressemblant, c'est pas forcément terrible. Je précise que Nastasia Rugani est également autrice de théâtre et qu'elle est publiée à l'École des loisirs pour la rencontre. Voilà pour le petit tour éditorial des catalogues des éditeurs diffusés par Théadif, donc que vous pourrez retrouver sur notre stand. Maintenant, vous parlez un tout petit peu de nos ressources. On avait les éditions théâtrales ont fait un catalogue jeunesse en 2023 qui sera disponible sur le stand. Et là, nous venons de le compléter par un petit supplément des nouveautés de l'année 2024, donc de l'année à venir. Il y aura 7 titres en 2024 et vous pourrez retrouver ces catalogues sur notre stand. Ils sont également en version numérique sur notre site et on peut également vous les envoyer par mail si vous le souhaitez. Donc mon mail est affiché. Il est aussi sur le site des éditions théâtrales, mon mail, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Autre chose pour appréhender, quelques ressources pour appréhender le théâtre pour la jeunesse. Alors déjà, vous dire que pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre site, nous avons sur notre site un sous-site pédagogique dans lequel vous pourrez retrouver alors, ce que nous appelons des carnets artistiques et pédagogiques, qui sont des outils pour l'étude des textes de la collection jeunesse en classe, que ce soit à l'école ou dans des ateliers de théâtre. Donc, des carnets qui se composent de 3 parties. Une partie de cheminement au cœur du texte, un peu une partie, on va dire, littéraire, et une partie mise en voix et une partie mise en jeu, donc plus pour l'approche au plateau des textes. Qui sont écrits par des gens qui font des ateliers théâtre, qui sont même des pédagogues, et qui permettent donc d'appréhender les textes un peu plus facilement pour les personnes qui ne sont pas familières du théâtre, qui prennent en compte aussi le fait que dans les classes, il y a beaucoup d'élèves et donc qui proposent des exercices adaptés. Sur ce sous-site pédagogique, vous retrouverez également des ressources que nous avions conçues spécialement pour les bibliothèques et les médiathèques avec l'agence ComJ, qui est une agence spécialisée dans la communication auprès des médiathèques. Ça peut être comment animer un fond théâtral en médiathèque, quelles activités proposer pour mettre des textes en avant, etc. C'est des fiches qui sont gratuites, comme les carnets d'ailleurs, qui sont téléchargeables gratuitement. Et enfin, des bonus. Donc, depuis maintenant presque 22 ans que la collection existe, nous avons créé beaucoup de choses autour de la collection. Des vidéos d'auteurs et d'autrices qui présentent leurs livres, des trombinoscopes des auteurs jeunes à relier aux auteurs aujourd'hui, des recettes de cuisine autour de certains textes de la collection, comme l'eau grelet, si je ne me trompe pas. Voilà, plein de petites choses comme ça. Il y a même un test psychologique pour savoir quel personnage de la saga Grosse Patate de Dominique Richard vous êtes, ce qui peut être intéressant pour ceux et celles qui ont lu la saga. Donc ça, c'est sur notre site pédagogique, c'est tout disponible en ligne gratuitement. Vous signalez également les 2 ouvrages de Marie Bernanos, qui sont des outils pour découvrir et parcourir la littérature théâtrale. Alors le premier, c'est À la découverte de 101 pièces, donc les visuels sont sur l'écran. Et le second, Vers un théâtre contagieux, donc ce sont vraiment des répertoires critiques du théâtre contemporain pour la jeunesse. Marie Bernanos, c'est une grande spécialiste du théâtre pour la jeunesse, et donc ça présente beaucoup de textes, il y a beaucoup d'extraits à travers tous les catalogues de toutes les maisons d'édition de théâtre. Vous dire également que nous avons publié avec l'OCCE, l'Office central de coopération à l'école, un petit guide qui s'intitule « Accueil d'un auteur, d'une autrice dans une classe ». Donc, c'est des petites fiches pratiques pour préparer la venue d'un auteur ou d'une autrice dans une classe, comme son nom l'indique, tout simplement, avec des illustrations de Vincent Debat, qui est également l'illustrateur de la saga de Grosse Patate. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais nous avons aussi une collection qui s'appelle Atelier théâtral jeunesse, qui compte maintenant 2 titres, Malou Hibiscus flamand de Sabine Tamizier et Mots d'amour de Françoise Duchâzel, qui sont des titres qui sont en regard avec, publiés en partenariat avec des associations et qui proposent des ressources également pour aborder des thématiques via le théâtre, que ce soit le syndrome de l'alcoolisation fœtale pour Malou Hibiscus flamand ou les relations intrafamiliales pour Mots d'amour avec la Fédération française des espaces de rencontre enfants-parents. Et enfin, n'hésitez pas à consulter notre site et sur mon moteur de recherche avancé dans lequel vous pouvez
rentrez plein de critères, que ce soit le nombre de personnages que vous souhaitez, les thématiques abordées par le texte que vous voulez lire ou faire découvrir à des enfants, le nombre de personnages, enfin, l'âge de lecture, tout ce que vous voulez, c'est possible de chercher comme ça sur notre site. Nous-mêmes, nous nous en servons beaucoup en interne quand on cherche un texte. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des demandes précises et que vous ne trouvez pas les réponses sur le site. C'est le moment des questions si vous en avez, et je crois qu'en plus on est bien dans les temps. Donc si vous en avez, en revanche, je pense qu'il va falloir que ce soit des questions rapides. En attendant d'éventuelles questions, peut-être vous dire que voilà que une question. Tac. Ah, où c'est fait? Oh, je la vois pas. Alors, le temps que ah ben voilà, donc super utile pour démarrer notre fond. Merci beaucoup. Alors, vous dire justement que ben voilà, il faut oser le théâtre, le théâtre jeunesse en bibliothèque. A priori, c'est ce que vous avez envie de faire, parce que souvent on voit des bibliothécaires, des médiathécaires qui nous disent: «Ah mais moi j'ose pas forcément le partager parce que je suis pas comédien, je suis pas comédienne». Or, eh bien il y a ce qu'on appelle l'heure du conte dans toutes les bibliothèques, où vous oralisez des albums et c'est formidable et pourtant c'est pas fait pour ça. Alors que là, ce sont des textes qui sont faits pour ça et donc c'est pas parce qu'on n'a pas reçu d'enseignement, d'art dramatique, de comédie, qu'on ne peut pas transmettre. Alors, y a-t-il les livres théâtre jeunesse pour les maternelles? Alors, c'est une bonne question. Parce que c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué et on a une autre question, bah, je vais essayer de répondre à tout. Donc, très compliqué de trouver pour les tout petits, parce que vous avez compris qu'on cherche des textes qui ont aussi une épaisseur littéraire. En revanche, il y a quand même certains textes. Alors, je vais essayer de. Donc, pour dans Théâtral Jeunesse, je pense à un texte comme de Suzanne Lebeau qui s'appelle Une lune entre deux maisons. Voilà, c'est un exemple. Mais dans les catalogues, vous trouverez avec les âges. Hein. Mais en deçà de 6 ans, il n'y en a pas beaucoup, hein, clairement. Mais Une lune entre deux maisons, ce sont deux enfants qui vont découvrir l'altérité. Il y a ces plumes et taciturnes. Taciturne, vous avez compris que c'est le timide, et Plume, c'est plutôt l'expansif qui va apprivoiser Taciturne avec de la musique. Donc voilà, on est un peu là-dedans. Donc c'est accessible. Ensuite, une pièce pour des 5e, 4e, 3e qui ne soit ni vulgaire ni déprimante. Oh ben, il y en a plein. Il y en a plein. Alors Mao, si tu as des idées tout de suite. Antonio Carmona, c'est ni vulgaire ni déprimant, bien qu'il parle de sujets graves, il le fait de façon très légère. Donc Antonio Carmona, c'est une valeur sûre. Pour les collégiens, c'est super. Je vais vous envoyer les petits liens en même temps. Et les textes à jouer pour les CE1, CM1. On peut penser aussi au recueil collectif. Nous, on en a publié plusieurs. C'est souvent des bonnes pistes quand on n'est pas forcément familier du théâtre. Ça permet de découvrir beaucoup de textes en peu de temps. Et ils sont souvent faits on les fait en partenariat avec des organismes qui ont l'habitude de la pratique, comme la Maison de Théâtre, par exemple. Et Voilà. moi, j'ai une idée aussi pour jouer pour les petits à l'école primaire. Il y a un des nouveaux titres de L'Œil du Prince, qui est Qui a tué Charles Perrault, qui est une pièce policière où, évidemment, ben, voilà, comme le titre l'indique, il y a des inspecteurs qui vont chercher qui a tué Charles Perrault et tous les personnages de Perrault sont suspectés et donc on va mener une enquête pour voir qui de la petite sirène, d'autres personnages. Mais petite sirène, c'est pas du tout Perrault, donc c'est un mauvais exemple, c'est Andersen. Voilà, je me le suis lancé dans une liste, je savais que j'allais savonner. Mais en tout cas, voilà, par exemple, c'est un exemple de texte long, c'est-à-dire une pièce longue qui peut être jouée par des enfants, c'est-à-dire qu'il y a une énorme distribution et donc une classe peut tout à fait jouer ce texte. Par exemple, Jean-Pierre Duru, Qui a tué Charles Perrault. Ça va être la fin du webinaire. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions ou des demandes pour qu'on vous envoie le PDF, puisqu'il y a eu un petit bug. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir participé à cet webinaire.
On pourra vous retrouver sur le stand C17 au premier étage, sur le salon de Montreuil la semaine prochaine, pour vous poser les dernières questions qu'il restera. Merci et bonne journée.